Audio Jungle. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à tous dans cette rétrospective de la semaine sur votre chaîne Ecofin Télévision. Tout d'abord, plus de 12 000 participants de haut rang, dont 190 délégations officielles, ont pris part aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se sont ouvertes le lundi dernier à Marrakech. Là, nous sommes au Maroc. Les responsables des politiques financières mondiales ont réfléchi sur les propositions concrètes à prendre pour répondre aux défis urgents du développement de la planète. À ces assises, la République démocratique du Congo était représentée par les ministres du budget Emebo Djisangara et celui des finances Nicolas Kazadi. Les détails dans ses commentaires. Les réunions annuelles des institutions de Bretton Woods se tiennent à Marrakech au Maroc. Ce, après que les pays aient été ravagés le 8 septembre dernier par un séisme ayant causé des lourdes pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Malgré cette situation critique étendue du site choisi depuis 2014 pour abriter ces assises, les Fonds monétaires internationaux et la Banque mondiale, en collaboration avec les autorités marocaines, avaient réitéré leur engagement de maintenir ces assises dans le royaume chérifien. Près de 14 000 participants se réunissent à ces jours pour proposer des solutions concrètes aux défis du développement de la planète confrontée à de multiples crises dont celles climatiques, alimentaires, infrastructurelles et bien d'autres. Dans ces contextes global de résolution des problèmes liés au développement de la planète, l'Afrique quant à elle, terre d'accueil de ces réunions, 50 ans après celle tenue en Nairobi au Kenya en 1973, réclame l'obtention d'une troisième place au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Une place qui devrait impulser les politiques économiques plus adaptées aux réalités du continent. En sus de ce qui est évoqué, les participants à ces réunions se concentrent sur les priorités telles que le renforcement de la stabilité économique et financière, la croissance inclusive et durable, mais également le renforcement de la résilience collective grâce à la coopération internationale. Deux axes de réflexion qui placent la RDC comme un gros potentiel dans la résolution de ces multiples problèmes, surtout ceux de la transition énergétique. C'est là, au regard des multiples ressources naturelles dont elle dispose. Pour les comptes de la RDC, c'est le ministre d'État en charge du budget Emebo Djisangara et le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui représentent les pays à cette rencontre du monde de la finance internationale. Ces derniers ont à l'occasion échangé avec la vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et du centre Victoria Kwakwa sur notamment les renforcements du partenariat Banque mondiale RDC. Les cadres macroéconomiques, les infrastructures, les mines et la diversification de l'économie ont également fait l'objet des échanges. Rappelons que ces assemblées annuelles vont se clôturer le 15 octobre prochain. Dans une conférence de presse tenue le lundi dernier, le ministre provincial des Finances et Économie, Félicien Koulouta, s'est attardé sur les différents projets en cours de réalisation dans la capitale congolaise Kinshasa et a mis un accent sur les raisons des arriérés des agents et fonctionnaires de l'État. Suivez. Le gouvernement provincial de Kinshasa réalise actuellement de grands travaux, dont la construction du grand marché de la capitale, grâce notamment à la taxe des consommations. Chaque mois, affirme Félicien Koulouta, Sofibank prélève sous les recettes de la ville une somme évaluée à 1 million de dollars américains pour le compte de la construction du plus grand lieu des négoces de Kinshasa. Alors le gouverneur est obligé de se contenter que de fonds propres. Et à partir de ces fonds propres, le gouvernement provincial s'est fait une option. Il faut plus investir dans les projets à impact visible qui profitent à tous les Kinois. Des projets d'intérêt général, notamment les routes. Je prends l'éclairage public, le projet de grand marché, je prends que des projets phares, les grands marchés. Il est construit sur base de la taxe de consommation. La Sofibank prélève chaque mois sur la taxe de consommation presque 1 million de dollars. Quant aux arriérés des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, il a souligné les efforts de l'exécutif pour régulariser la situation. J'ai trouvé ces arriérés et quand nous sommes arrivés, on essaie, depuis qu'on est arrivé, on essaie quand même
de stopper ces arriérés et de résoudre ce problème des impayements dû au fait que nous n'arrivons pas à réaliser tout notre budget des recettes. Parce que notre budget des recettes n'est pas composé que des recettes propres, est composé également des recettes qui devaient provenir du pouvoir central, mais qui ne viennent pas. Et les recettes qui doivent provenir du pouvoir central sont d'ordre de 70 à 80%. Un exercice de redevabilité auquel s'est adonné le ministre provincial pour balayer toutes les rumeurs qui courent actuellement. La République démocratique du Congo sera bientôt dotée d'un lot important d'équipements de diagnostic ou de traitement radiothérapie. L'annonce a été faite le mardi 10 octobre dernier par le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda après avoir pris part à une réunion de l'Assemblée générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne en Autriche. Le ministre a également annoncé la visite prochaine à Kinshasa du directeur général de cette agence internationale. Suivez les détails. Nous sommes le pays qui est le plus grand producteur d'uranium de haute radioactivité. Ces deux éléments font du Congo un pays qui ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ce que l'AIEA fait. Un pays que l'AIEA ne peut pas laisser non plus dans l'oubli. Mais j'ai constaté que depuis 1959, aucune autorité de premier rang de l'AIEA n'a visité notre pays. J'ai profité de cette occasion pour demander au directeur général de l'AIEA de bien vouloir venir nous rendre visite et il a accepté d'effectuer la toute première visite de cette haute instance internationale dans le tout premier pays subsaharien à détenir une centrale nucléaire. Ça pourra s'effectuer avant décembre. Nous sommes en train de mettre au point le programme de sa visite. Je voudrais dire tout de suite que l'AIEA dote de notre pays d'un équipement de diagnostic et de traitement radiothérapique. Et par conséquent, nous devrons, à l'occasion de cette visite-là, mettre à la disposition de l'AIEA certaines conditions qui sont exigées pour que cet équipement puisse être opérationnel. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition de la République du Gabon, est arrivé à Kinshasa en fin de matinée du mercredi 11 octobre dernier. Cette visite du président du comité pour la transition et la restauration des institutions s'inscrit dans le cadre de la tournée diplomatique qu'il effectue dans la sous-région de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Suivez. Dès son arrivée sur le sol congolais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, a été accueilli à l'aéroport international d'Ndjili par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Les honneurs militaires des chefs d'État lui ont été réservés au terminal présidentiel d'Ndjili avant que le cortège présidentiel ne s'ébranle en direction du palais présidentiel où il a été reçu par Félix-Antoine Tshisekedi. Kinshasa est la 5e étape d'une tournée diplomatique que le général Oligui Nguema a entreprise depuis quelques jours dans l'espace CEAC. Dans la suite présidentielle gabonaise, on confirme que cette tournée vise à sensibiliser la sous-région sur les avancées significatives du Gabon après le changement du régime intervenu le 30 août dernier et qui a porté le général Oligui Nguema au pouvoir. Pour les nouvel homme fort du Gabon, il s'agit surtout de faire le point sur la transition en cours dans son pays et de redynamiser les relations bilatérales avec la République démocratique du Congo. L'objet de notre visite ici, en terre congolaise à Kinshasa, c'est d'abord d'échanger avec son homologue sur les questions de paix et de sécurité, mais également les questions de climat. Comme vous le savez, il y aura une conférence sur les bassins du Congo, non loin d'ici à Brazzaville, et nous comptons nous y rendre et échanger également pour les questions de climat qui concernent également l'Afrique. Le deuxième point, ce qui nous amène ici à Kinshasa, c'est cette étape dont vous parlez de la tournée. Vous savez que depuis
le 30 août 2023, le Gabon est passé dans une nouvelle ère. Suite à une élection non démocratique dont nous avons longtemps échangé et que nous avons besoin de son concours pour nous accompagner, pour nous aider également, comme le fait le facilitateur, M. le Président Touadéra, dans la zone de la CAC, afin que le Gabon puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Cette première visite du président des transitions gabonaises à Kinshasa s'inscrit dans les cadres de la tournée diplomatique qu'il effectue dans la sous-région de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. La tenue des élections et la situation humanitaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo sont les deux points essentiels au centre des échanges entre les premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et la délégation américaine de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, conduite par Madame Monde Muyangba, assistante et administrateur du bureau Afrique. C'était le mercredi 11 octobre dernier à la primature. Suivez. Reçue en audience par le chef de l'exécutif congolais, cette délégation de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID en sigle était conduite par l'assistante et administrateur du bureau Afrique, Monde Muyangwa. La tenue des élections et la situation humanitaire prévalant dans l'est de la République démocratique du Congo étaient des sujets qui ont fait objet des échanges avec le numéro 1 du gouvernement congolais. Nous venons d'avoir une réunion très productive avec le Premier ministre. D'abord en rapport avec le partenariat très fort qui existe entre les États-Unis, mais aussi la RDC. Nous avons aussi parlé des questions essentielles, des questions en rapport avec la tenue d'élections libres, transparentes et paisibles, qui vont permettre à la population de la RDC de pouvoir exprimer leurs aspirations pour l'avenir. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la situation humanitaire dans la partie est de la RDC. Et le fait que les États-Unis constituent le bailleur bilatéral le plus important, qui est en train de fournir un appui qui sauve des vies humaines, des vies de plusieurs millions de personnes dans la partie est de la RDC. Et les mesures que nous sommes appelés à prendre ensemble pour que ces gens-là aient un tout petit peu de dignité. Pour rappel, l'USAID est l'agence du gouvernement des États-Unis chargée du développement économique et de l'assistance humanitaire partout dans le monde. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et l'innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, aux côtés du ministre de la communication et médias, Patrick Mouyaya, ont co-animé le mercredi 11 octobre dernier une conférence de presse autour des premiers résultats et perspectives des réformes en cours au sein de la fonction publique. Suivez. Jean-Pierre Liaou a rappelé que la retraite en République démocratique du Congo était bloquée depuis plus de 40 ans, même s'il y a quelques années, la Banque mondiale a épaulé le pays avec un projet pour rajeunir l'administration publique en faisant partir les agents éligibles à la retraite. Aujourd'hui, avec la volonté expérimentée par les chefs de l'État, les fonctionnaires partent en retraite, non comme des condamnés, a-t-il souligné, mais comme des personnes qui passent à une nouvelle étape de vie. Nous sommes en train d'opérer une mutation sociétale fondamentale, parce que nous sommes en train d'inventer un système de sécurité sociale qui n'existait pas depuis 1960 en réalité. Il faut dire les choses comme elles sont. Moi j'ai vu des gens aller à la retraite sans aucune allocation de fin de carrière. On a vu des militaires, notamment des enseignants, considérer que être mis à la retraite, c'est aller mourir. Aujourd'hui, je crois que le président de la République l'a dit, la retraite ne signifie plus la mort. La retraite devient en réalité une étape de la vie normale après la carrière. Après 8 ans de travail avec la Banque mondiale, la République démocratique du Congo a réussi à faire partir à la retraite que 923 agents éligibles. Mais aujourd'hui, en une année seulement de travail, la RDC a pu envoyer 10 900 fonctionnaires à la retraite. Jusqu'à la fin de l'année, 10 000 autres seront dignement envoyés. Jusqu'à la fin de l'année, 10 000 autres seront dignement envoyés à la retraite.
Il s'est tenu le mercredi 11 octobre 2023 au Salon Congo des Pullman Hotel de Kinshasa, le lancement du concours Business Plan, cérémonie réunissant plusieurs structures dont le ministère de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, mais également la firme Quantum Vertex. Objectif de la rencontre, c'était impulser la création de petites et moyennes entreprises en RDC avec pour thème 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Suivez. Cette grande messe sur l'entrepreneuriat congolais a rassemblé plusieurs parties prenantes, dont les contributeurs dans les secteurs économiques de la RDC, avec pour but d'aborder les défis et les opportunités des petites et moyennes entreprises en RDC. Occasion pour les ministres de l'EPME, Didier Mzinga, de mettre en lumière les objectifs de ces projets et les lignes de sa matérialisation. Ce projet envisage de mettre à la disposition des entrepreneurs un centre d'affaires moderne dans les hôtels emblématiques de la SCPT qui serviront d'infrastructures pour favoriser leur intégration dans le secteur économique et leur croissance à long terme. Il se développera grâce au portail numérique dont les plateformes offriront un soutien complet aux entrepreneurs de la plateforme stratégique à la gestion en temps réel de leurs entreprises. L'objectif est de créer d'ici 2028 1 million de petites et moyennes entreprises qui pourront générer 8 millions d'emplois directs à raison de 8 personnes par petite et moyenne entreprise. Il sera évalué à travers divers indicateurs de performance, notamment la croissance du PIB, la formalisation des entreprises, la formation des porteurs de projets et l'attraction des investissements. De son côté, Madame le directeur général de Quantum Vertex a fait savoir que son entreprise sera une boussole qui servira d'innovation et de transformation pour remettre l'entrepreneuriat au cœur de la nation. Quantum Vertex est plus qu'une entreprise. Elle est une boussole pour tous ceux qui aspirent à innover et à transformer. Notre initiative 1 million de PME ne vise pas seulement à stimuler l'économie, mais aussi à remettre l'entrepreneuriat au cœur de la nation congolaise. Cette grande messe de l'entrepreneuriat poursuit comme objectif ultime la création d'1 million de PME pouvant générer 8 millions d'emplois d'ici 5 ans à travers toute la République. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, Miguel Katem-Bakachal, a effectué avec ses collaborateurs une descente au sein de l'entreprise minière Kamoa Copper SA évoluant dans la ville de Kolwezi dans la province du Lualaba dans le cadre de la mission du contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance. Sur place, il a eu une séance de travail avec les responsables de cette entité. Suivez. Dans cette vaste mission de contrôle des conformités de la loi sur la sous-traitance, lancée il y a peu dans la province du Lualaba, le directeur général de l'ARESP s'illustre tout aussi bien en homme de terrain. Accompagné de ses OPJ ainsi que de quelques sous-traitants de cette partie du pays, le DG Miguel Katem-Bakachal a effectué une descente au sein de Kamoa Copper, une entreprise minière évoluant dans la ville de Kolwezi. Avec des responsables de cette entité, le DG de l'ARESP a eu une séance de travail portant sur les activités secondaires qui sont censées être essentiellement réservées aux Congolais et vont dans la sous-traitance selon les prescrits de la loi. C'est avant d'associer à cette réunion la délégation des sous-traitants afin de leur assurer du bon partenariat gagnant-gagnant, désormais effectif grâce aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons été ravis d'abord de la présence du DG, l'honorable Miguel, qui s'est transporté de Kinshasa pour venir parler au nom et pour le compte de nous, entrepreneurs. On s'est dit on était orphelins, mais là nous avons compris que nous avons un avocat auprès du chef de l'État, en train d'orgner à l'oreille du chef de l'État et en prenant tout ce que nous avons comme plainte et déposer à l'oreille du chef de l'État pour que la chose puisse être d'application. Nous sommes dans le site de la société Kamoa Copper SA. Le contrôle a été lancé par le directeur général de l'ARESP. Chose promise, chose faite. Aujourd'hui, vu les recommandations qui ont été faites par le directeur général, nous pouvons confirmer que l'oreille a été à l'écoute auprès de la compagnie Kamoa SA. Nous remercions le directeur général de l'ARESP qui est en train de matérialiser sans effort
la vision du chef de l'État, on voudra rendre la jeunesse congolaise forte et indépendante. Rappelons tout de même que cette deuxième phase du contrôle concerne toutes les entreprises principales et sociétés multinationales évoluant dans les différents secteurs de l'économie nationale. Le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo a reçu le jeudi 12 octobre dernier les diplômes de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa UNIKIN. Ce titre honorifique lui a été décerné pour ses nombreuses réalisations en faveur du peuple congolais depuis son accession au pouvoir. Le bénéficiaire a assuré obtenir ces titres avec humilité pour l'avènement d'un Congo uni, fort et prospère. Regardez. C'est avec simplicité que le président Tshisekedi, qui a également reçu les insignes de l'UNIKIN, dit accepter les titres de docteur honoris causa de l'université de Kinshasa pour un Congo uni, fort et prospère. Élevé à ce titre, le président Félix Tshisekedi a prononcé un discours d'investiture axé sur les principes de la bonne gouvernance, promettant de mettre un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la gangrène, qui est la corruption. En tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts ont été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Il a assuré ensuite que la corruption doit être combattue de la même manière qu'il faut combattre la pauvreté, la faim et la maladie, à savoir honoris causa est une locution latine qui signifie pour l'honneur. Ainsi, un doctorat honoris causa est un titre honorifique décerné par une université ou une faculté à une personnalité qui s'est distinguée. Au cours d'un message à la nation diffusé à la télévision d'État dans la soirée du jeudi 12 octobre dernier, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a annoncé l'allègement progressif du régime de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri à travers la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel, une décision prise après avoir examiné les recommandations de la dernière table ronde sur la question échangée avec les responsables des institutions publiques, mais également après avoir entendu les conseils supérieurs de la défense. Écoutons le chef de l'État dans cet extrait. En ma qualité de garant du fonctionnement régulier des institutions de la République et de la continuité de l'État, j'ai examiné en toute responsabilité l'ensemble des recommandations formulées dans les 3 commissions de la table ronde. Après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la défense, j'ai pris la ferme résolution de conduire, sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée non plus, les populations des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège, avec les meilleures garanties de poursuite du maintien d'une pression maximale sur les ennemis de la paix. C'est pourquoi, prenant la juste mesure de l'impérieuse nécessité d'un retour sécurisé de nos populations à une vie civile et citoyenne normale d'une part, et des avancées enregistrées au cours de la gouvernance sous l'état de siège d'autre part, notamment l'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones des 2 provinces concernées, j'ai opté, en toute responsabilité, pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel au terme duquel cette situation exceptionnelle devra connaître sa fin. S'inspirant des tendances dégagées des travaux de la table ronde,
Ce dispositif transitoire consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce qui implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens en mettant fin au couvre-feu, la liberté d'association, de manifestation pacifique et de réunion dans le strict respect des conditions légales. Ceci est d'autant plus important que les différents acteurs engagés au processus électoral ont droit à y participer pleinement et sans entrave aucune. En marge des assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiennent à Marrakech, là nous sommes au Maroc, le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, présent à ces assises, s'est entretenu le jeudi 12 octobre dernier avec le directeur général adjoint du Fonds monétaire international Kenji Okamura. Leur entretien a porté sur les programmes économiques soutenus par la facilité élargie des crédits FEC. Ces échanges avec les numéros 2 du Fonds monétaire international ont porté nécessairement sur le programme économique, soutenu par la facilité élargie de crédit pour la République démocratique du Congo. À titre de rappel, ces programmes économiques soutenus par le FMI a été approuvé par le conseil d'administration de cette institution de Bretton Woods le 15 juillet 2021 et s'étend sur une période de 3 ans avec un financement d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Il a notamment pour objectif de créer un espace budgétaire pour les dépenses prioritaires, de renforcer la politique monétaire et la stabilité financière et d'améliorer la gouvernance et le climat des affaires. Ainsi, dans le cadre de ces programmes, la République démocratique du Congo est déjà à sa 4e revue qui a été bouclée en mai dernier avec un décaissement de 200 millions de dollars américains en faveur du pays de Lumumba. S'agissant de la 5e revue qui sera probablement approuvée par le conseil d'administration du FMI, les pays affichent de signes encourageants grâce notamment aux efforts consentis par le gouvernement congolais. C'est malgré le contexte difficile de guerre dans sa partie est, a souligné Kenji Okamura lors de cette rencontre avec Nicolas Kazadi. Pour ces derniers, la réussite de ces programmes, qui sera une première pour la République démocratique du Congo, est une condition indispensable avec en perspective la possibilité de négocier un nouveau. Il a enfin exprimé son appréciation de la qualité du travail et du dialogue entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo. On reste toujours aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international à Marrakech au Maroc, où le ministre des Finances Nicolas Kazadi a également échangé avec le président de la Banque mondiale Ajay Banga le vendredi 13 octobre dernier. Ce dernier a souligné l'intérêt de travailler avec la République démocratique du Congo à travers un partenariat salué par tous. Suivez. L'un des représentants de la République démocratique du Congo à ces rencontres annuelles des Bretton Woods, Nicolas Kazadi, n'a cessé de multiplier les échanges avec les élites mondiales de la finance. Après une entrevue avec le directeur général adjoint du FMI un jour plus tôt, le ministre congolais des Finances s'est entretenu avec le numéro 1 de la Banque mondiale, Ajay Banga. Cette réunion a porté sur les besoins des financements de la RDC pour la diversification de l'économie et pour les infrastructures, plus particulièrement la construction du barrage Grand Inga qui impactera plusieurs secteurs mais aussi impulsera l'industrialisation du secteur agricole et de l'économie verte. Pour le président de la Banque mondiale, l'investissement dans le projet Inga est capital. À cet effet, il a salué la loi y afférente en préparation qui va faciliter les développements. Pour rappel, le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi a toujours en marge de ses assises présidé plus tôt dans la semaine la réunion traditionnelle du groupe Afrique 2 des pays africains membres du FMI et de la Banque mondiale, cela en sa qualité de président en fonction de ce groupe.
Dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale du Conseil consultatif électoral de la communauté de développement des États de l'Afrique australe à Kinshasa, une délégation de cette communauté conduite par la vice-présidente a été reçue le vendredi dernier par les premiers vice-présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Bienvenue Ilanga Lembo, c'était au siège de la CENI à Kinshasa. Regardez. Cette mission consiste prioritairement à évaluer si l'environnement politique et sécuritaire du pays est propice à la tenue d'élections libres, équitables, transparentes, crédibles et pacifiques, conformément aux principes et lignes directrices révisées de la SADC. Mais également, elle jauge les cadres légaux et constitutionnels régissant les élections présidentielles, législatives et des conseillers municipaux au 20 décembre 2023. En sus, elle est chargée d'évaluer si la CENI a pris les dispositions nécessaires à la tenue et au bon déroulement des élections à venir. À l'issue des échanges, la vice-présidente de la SADC en a fait la restitution. Well, we came here